Bonjour Anne-Charlène Bézina. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes constitutionnaliste, maître de conférence en droit public. Alors, on attendait un nom hier entre Xavier Bertrand et Bernard Cazeneuve. Ça ne sera finalement aucun des deux. Pas de fumée blanche à l'Élysée. Reprise des consultations, nous dit-on, dans l'entourage du président de la République. C'est donc le 51e jour du gouvernement démissionnaire de Gabriel Attal. Combien de temps ça peut durer? C'est la question qu'on se pose tous. En tout cas, c'est du jamais vu dans l'histoire de la Ve République. C'est une première historique à tous les niveaux. Déjà par rapport à ce temps que vous avez énoncé de gouvernement démissionnaire qui est extrêmement long par rapport à ce que la Ve République avait prévu, avait imaginé de ce qu'elle deviendrait. Et puis, c'est une première par rapport à la composition de l'Assemblée nationale. Tellement peu de facultés de consensus qu'une très grande difficulté à se projeter au moment de choisir ce nom qui n'est pas rien, puisque c'est le nom du Premier ministre qui doit composer toute une équipe gouvernementale, qui doit être la cheville avec cette Assemblée nationale chaudron. Donc, on est vraiment dans une période d'incertitude, une période de longueur aussi, qui se justifie par ce caractère inédit. Est-ce que ça veut dire que la Constitution n'avait pas forcément prévu une telle situation ? C'est difficile de considérer, en effet, que cette considération, elle est complètement gaullienne dans son idée, parce que c'est vrai que, déjà, le général de Gaulle aurait sûrement eu du mal à accepter d'être devant une majorité qui n'était pas Godillot, comme on le disait à son époque. Donc, c'est en effet une interprétation encore nouvelle du fait politique que fait la Constitution, que vit la Constitution, mais encore une fois, on mesure la longévité des constitutions et leur efficacité à leur manière de s'adapter à ce fait politique. Nous, quand on a nos cours, on les appelle cours de droit constitutionnel et institutions politiques, parce que c'est elles qui dominent le jeu et c'est l'opinion qui a voulu ça. Mais ce que vous dites, Anne-Charlène, est-ce que ça veut dire que, en réalité, notre Constitution, elle a été construite pour une majorité absolue, mais en fait, on ne sait pas vraiment comment aujourd'hui bien se dépêtrer d'une situation avec une majorité relative comme ça? Alors, pas tout à fait, parce qu'en réalité, la Constitution de 58, elle est pleine de contre-pouvoirs dans des endroits qu'on découvre parfois dans ces périodes de majorité courte. Parce que en 58, le général de Gaulle n'a pas une majorité particulièrement forte, au contraire, elle est presque relative, et donc je crois qu'elle peut s'adapter à cela. Néanmoins, c'est vrai que cette situation, ici, elle est presque de l'ordre de la coalition à l'allemande, et ça, c'est vraiment quelque chose que la Constitution ne prévoit pas, mais encore une fois, la Constitution, c'est un texte qui donne les grandes lignes. C'est ensuite aux partis politiques à arriver à s'entendre. Et moi, je crois que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est cette grande difficulté à en arriver à un parlementarisme, à en arriver à une revalorisation du Parlement. Beaucoup de partis politiques nous disent « ça y est, les projecteurs vont être sur le Parlement, c'est une très bonne nouvelle », mais pourtant, ils sont incapables de réagir comme dans un régime parlementaire. Donc, il est temps d'apprendre à travailler. On a peu de temps pour présenter un budget, notamment. De réagir avec des alliances ? De réagir avec des alliances, en tout cas avec une nécessité. La première des coalitions et de cet esprit nouveau, c'est l'abandon de programme, à laquelle aucun des partis politiques pour le moment n'est prêt, puisqu'on le voit bien, à chaque fois c'est mes lignes rouges sont, je ne veux pas travailler avec, mais on n'a toujours pas de piste pour avancer. Et il va falloir évidemment faire des compromis pour pouvoir obtenir peut-être quelqu'un à Matignon. Est-ce qu'aujourd'hui, juridiquement, constitutionnellement, on est dans les clous? Rien n'oblige le chef de l'État à nommer un Premier ministre dans un délai imparti? Constitutionnellement, on est complètement dans les clous. L'article 8 nous dit le président nomme le Premier ministre. Pas de nom, pas de temps, pas de parti politique. C'est lui qui décide. Est-ce qu'il n'y a pas, malgré tout, un vide juridique sur cette notion de gestion des affaires courantes? On peut l'estimer notamment par rapport à cette idée que cette gestion des affaires courantes est en elle-même très indéfinie. Mais à la fois, c'est un concept utile parce que comme l'état d'urgence, comme tout ce qui est exceptionnel, il faut aussi garder de la souplesse pour s'adapter aux faits. Je ne crois pas que le texte doive nécessairement tout prévoir. Donc l'idée du vide juridique, à mon avis, elle n'est pas totalement réelle à partir du moment où c'est à la pratique politique de donner des limites. Aujourd'hui, qu'on soit en affaires courantes avec un nombre de contentieux qui commence à augmenter, avec un budget qui commence à devoir être préparé, avec des réunions qui vont se faire à Bruxelles avec quelqu'un qui n'aura pas forcément la légitimité, tout ça plaide en faveur de l'arrêt de cette période d'affaires courantes et finalement, vous voyez, c'est la politique qui reprend ses droits. La question qu'on se pose malgré tout, que certains se disent aujourd'hui, c'est qu'en réalité, l'équation, elle est totalement insoluble. Il faut espérer que non. Devant le mur, les Allemands ont inventé la coalition. Elle n'est pas dans la loi fondamentale, cette idée de la coalition, du contrat de coalition pour lequel ils sont pourtant très perfectionnés aujourd'hui. Sous la 3e et la 4e République, on avait des majorités encore bien plus composites que celle-là, et pas uniquement avec du scrutin proportionnel, contrairement à ce que j'entends, parfois avec un scrutin majoritaire d'arrondissement. Et on a fait émerger des personnes comme Pierre Mendès France. On peut arriver à travailler ensemble avec une bonne dose de volonté politique. Est-ce qu'aujourd'hui, des personnes qui ne seraient pas censurées d'office, parce que la question c'est ça, dans le fond, est-ce que ça existe ? Je crois que non.
Il faut absolument que la décision du président de la République déçoive. Il faut qu'elle soit ferme. C'est-à-dire qu'il va falloir prendre un risque à un moment donné et dire, eh bien, ce sera lui ou elle, et puis on verra s'il arrive à avoir une majorité au Parlement. Et notamment parce que c'est au Parlement à arriver à se structurer. Il ne faut pas oublier que les motions de censure ne sont pas en nombre illimité. Un même signataire, alors beaucoup de députés peuvent signer, mais un même signataire a seulement 3 motions de censure sur une session ordinaire. Donc les partis politiques qui crient à la motion de censure toutes les 10 minutes, il va quand même falloir qu'ils s'apprennent à compter. On aura besoin de garder un Premier ministre pendant quelques temps, et le président de la République de toute façon va être obligé de décevoir. Vous voyez bien qu'à droite on nous dit pas à droite, à gauche on nous dit pas à gauche, au centre ça ne peut pas être au centre, donc il va évidemment falloir que cette rupture vienne du président. Est-ce que selon vous, dans le cas d'un Premier ministre aussitôt censuré, est-ce que l'étape suivante c'est la crise de régime ? L'étape suivante, c'est la 4e République, c'est-à-dire finalement une forme d'instabilité, mais dans laquelle parfois les majorités apprenaient à travailler, c'est-à-dire on se rendait compte qu'on brisait des alliances, je pense à la gauche, on brisait parfois aussi des logiques d'appareil, je pense notamment aux LR qui vont peut-être être amenés à se clarifier plus vite que prévu. Donc il ne faut peut-être pas craindre autant que ça une période d'instabilité, pourvu qu'elle soit courte. Alors il y a une hypothèse sur la table depuis hier soir, ce matin encore, c'est celle de Michel Barnier, l'ancien ministre des Affaires étrangères de Jacques Chirac. Est-ce que c'est une hypothèse crédible dans le sens, est-ce que son profil, c'est le type de profil qui peut éventuellement justement aller chercher cette majorité, en tout cas aller éviter la motion de censure au Parlement? Alors il y a des avantages incontestables, notamment le sérieux budgétaire, puisqu'il a été au compte, donc il rassurera évidemment. Il a été aux affaires étrangères, donc c'est un domaine qu'il maîtrise bien. C'est quelqu'un qui a de l'expérience, donc qui peut rassurer notamment au-delà de son camp. Je crois que c'est vraiment ça qu'on recherche aujourd'hui. Mais il y a des inconvénients. C'est-à-dire que c'est plus facile d'avoir une non-motion de censure avec un Premier ministre qui émane plutôt de la gauche. Il y a aussi cette idée d'un petit peu mieux entendre le message des urnes, avec cette idée du front républicain en mettant le Rassemblement national un peu plus cornérisé, avec un Premier ministre qui émanerait du centre-gauche. Donc on est là sur des pilotis en réalité. Oui. Il faudra que ça tienne en fonction de ce que les partis décideront entre eux, et les variables sont toujours délicates. Si on se projette un peu, admettons que l'hypothèse Michel Barnier fonctionne, quels seraient ses pouvoirs à l'égard du président, mais également à l'égard du Parlement? Ils sont importants. Un Premier ministre sous la Ve République n'est pas aussi diminué qu'on ne le croit. Néanmoins, je pense qu'on saute tous un petit peu intellectuellement une étape clé qui va venir, c'est celle de la composition du gouvernement. Oui. Si on a un Premier ministre, on n'est quand même pas sorti, à mon avis, avant la fin du mois de septembre, avec une équipe gouvernementale qui tienne, qui puisse présenter un budget, parce que le président de la République ne lâchera pas comme ça les affaires régaliennes. Notamment. Alors, il y a les domaines préservés. On est d'accord. C'est les affaires étrangères, la défense, même en période de cohabitation très dure, ça a toujours été le cas. Et je crois que, au vu de la composition politique qui ménage quand même une place au groupe perdant centriste, il y aura peut-être une possibilité pour lui de négocier un petit peu plus large et de rechercher du consensus. Donc la composition du gouvernement va être une sacrée étape. Et puis ce Premier ministre aura des pouvoirs notamment personnel, c'est-à-dire que c'est à lui à apprendre à tenir tête à son président de la République, et c'est pour ça notamment que la conjonction personnelle doit être très importante dans ce duo. Ce que vous dites, c'est qu'en fait là on est reparti, parce que là on va avoir un Premier ministre qui va finir par arriver, puis on est reparti pour un cycle avec la formation du gouvernement. Voilà, je crois qu'il faut préparer les Français au fait de se dire que quand on aura un non, on n'aura pas complètement abouti. On n'aura pas encore le gouvernement. Pourtant, eh bien, il y a des sujets qui approchent, qui sont là, qui sont importants, notamment, et vous l'avez évoqué, le vote du budget. On sait que souvent les discussions démarrent maintenant, elles ont même déjà démarré normalement. Là, aujourd'hui, on est au point mort. Est-ce que ce budget a des chances d'être adopté, quelle que soit finalement l'étiquette politique du prochain Premier ministre? Alors, pour être honnête, la préparation ne me semble pas avoir pris vraiment beaucoup de retard, parce qu'en fait, elle commence dès le mois de janvier. Donc, le budget est ficelé dans sa partie administrative, on va dire, mais toute la discussion politique peut entièrement le découdre. Et moi, ce que je crains, c'est pas tant l'hypothèse qu'on tarde sur quelques jours de présentation, mais c'est plus la discussion parlementaire. Comment, aujourd'hui, au vu de la composition de l'Assemblée et des postures partisanes, on peut envisager d'être d'accord sur un minimum de dépenses publiques, sur le social, sur l'environnement. Et ça me fait craindre qu'on utilise les outils de la 5e, parce que heureusement il en existe, qui permettent d'adopter un budget en urgence. Vous pensez au 49.3? Je pense au 49.3, je pense peut-être même à décaler la période d'adoption au-delà du 31 décembre. Ça nous est arrivé 2 fois sous la 5e et on pourrait avoir à vivre ça. Il ne faut évidemment pas le souhaiter pour la France, parce que dans ce cadre-là, on serait uniquement dans un budget de fonctionnement, c'est-à-dire le paiement des fonctionnaires et des services publics. C'est vrai qu'aujourd'hui, on voit mal comment le gouvernement pourrait fonctionner autrement, le futur gouvernement. Il faut arriver à penser peut-être que chacun quitte un petit peu cette période que j'appelle celle des égos constitutionnels, où tous les partis vont chercher un petit peu dans la Constitution, par le destitution,
qu'est-ce qui peut aller au plus à leur avantage et peut-être essayer de penser un petit peu à l'intérêt commun. Le budget appelle généralement à un peu plus de réalisme et il faut peut-être se faire peur pour arriver à être un peu plus en concorde. Alors, il y a une autre hypothèse également qu'on n'a pas encore évoquée, c'est celle du gouvernement technique qui existe, qui a déjà existé à l'étranger, notamment en Italie. Est-ce que c'est un système que l'on peut transposer en France, selon vous ? Alors bien sûr, le premier gouvernement du général de Gaulle avait été qualifié de gouvernement techno. Vous voyez qu'on n'est pas très loin du gouvernement technique. On en a connu sous la 3e et sous la 4e République. Néanmoins, je ne suis pas sûre que ça soit la réponse immédiate à donner à cette crise politique, notamment parce que les élections ont été très politiques. Il y a eu un regain de participation. Les Français attendent une réponse politique. Leur servir de la technocratie, ça risque d'être un petit peu vécu comme une forme de distance avec la confiance que les Français placent dans leurs représentants. Ce qui ressort également de ces tractations, c'est le rôle du Rassemblement national qui se retrouve finalement avec ses 126 députés dans une position... Alors, ils n'ont pas remporté les législatives, mais ils sont un peu les faiseurs de roi finalement en ce moment. En tout cas, c'est eux qui ont posé leur veto à la nomination de Xavier Bertrand. Je crois qu'il faut l'avouer aujourd'hui, c'est le premier groupe d'opposition. Et une opposition sous la Ve République, contrairement à ce que l'on entend souvent, c'est quelque chose de puissant. Elle a un pouvoir de nuisance. Elle a un pouvoir de nuisance. Et je ne crois pas qu'on puisse vraiment dire que ce sont les faiseurs de roi ou qu'on puisse maximiser leur puissance en disant justement que le président de la République contredit la logique du Front républicain. Il est obligé, et dès lors qu'il a commencé à procéder à ces consultations, de connaître un petit peu le pouls de l'Assemblée nationale et évidemment le Rassemblement national aura un rôle à jouer. Rappelons-le, en tout cas, tout seul, il ne pourra pas grand-chose. Quand vous dites un rôle à jouer, est-ce que ça veut dire qu'ils sont en mesure peut-être même d'aller jusqu'à imposer une figure de Premier ministre ? Non, puisque seuls ils ne peuvent rien. Il faudra arriver à une coalition. C'est le génie de la Ve République, c'est-à-dire que rien n'est plus fait sur l'investiture. Ça n'est pas à l'Assemblée de dire si elle veut de son Premier ministre, mais les oppositions doivent arriver à trouver une cohérence pour le destituer utilement. Bon courage. Bon courage. Comment voyez-vous justement la suite du quinquennat ? Il y a une question, évidemment, là aussi, dont on parle, qui commence à faire son chemin, y compris chez les prétendants à l'Élysée. C'est finalement le départ anticipé d'Emmanuel Macron. Est-ce que c'est possible, ça ? Moi, je crois que ça ne réglera pas la crise qui est la nôtre à l'heure actuelle. Je pense que c'est trop tôt pour en parler, notamment parce que le président de la République sort affaibli de cette séquence, c'est vrai. Si des gouvernements devaient être amenés à démissionner, alors que justement, il avait prétendu que cette dissolution serait la solution, alors que son gouvernement serait sûrement démissionnaire à l'automne, ça va encore affaiblir sa position. Mais, encore une fois, il faut peut-être essayer de se donner la chance d'une séquence parlementaire. Et si on y croit, il faut arrêter de porter nos yeux sur l'Élysée. Et peut-être que le président lui-même devrait apprendre cette posture en disant, voilà, le temps est un temps parlementaire et je ne mets pas ma place dans la balance parce qu'on va attendre de voir ce que ça donne avant toute chose. Pour ce qui est du destin personnel d'Emmanuel Macron, constitutionnellement, il y a quoi ? Il y a deux solutions en cas de départ anticipé, c'est la démission ou la destitution ? Oui, en effet, le départ anticipé, c'est ça, la démission, la destitution. La destitution n'a, il faut être honnête, aucune chance d'aboutir à l'heure actuelle. Aucune. 2/3 de l'Assemblée nationale. Et du Sénat également. 2/3 du Sénat. 3/5 des deux réunis en haute cour avec l'idée qu'on ait une accusation de manquement manifestement incompatible avec la continuité du mandat. Vous vous rendez compte quand même de la gravité de ce dont on est en train de parler. Quant à la démission, c'est un acte profondément personnel. À minuit, le général de Gaulle envoie une dépêche à AFP en disant voilà, je cesse mes fonctions et ça prend effet tout de suite. Il n'y a rien qui puisse le contraindre à démissionner. Absolument rien, c'est aussi logique, c'est la vie politique qui veut ça, c'est un acte moral, donc rien ne peut le prévoir ni politiquement ni constitutionnellement. Néanmoins, l'affaiblissement des premiers ministres, souvent sous la Troisième République, était considéré comme gangrénant un peu celle des présidents de la République, étant donné que ça voulait dire qu'ils avaient eu un mauvais nez parlementaire en quelque sorte. Si vous avez plusieurs premiers ministres qui démissionnent en peu de mois, ça veut dire que vous n'avez pas senti votre Parlement. Encore faut-il que celui-ci se laisse aussi décrypter. Je vous demandais tout à l'heure comment vous voyez la suite du quinquennat se dérouler. On a parlé du budget. Là aussi, aujourd'hui, on voit vraiment mal comment d'autres réformes, des réformes d'ampleur en tout cas, pourraient être adoptées au Parlement. Alors moi, je crois nécessairement que de toute façon, une période d'instabilité devra peut-être être en quelque sorte épongé, purgé par nos partis politiques, peut-être même par l'opinion pour arriver un petit peu à cet esprit de coalition de manière un peu plus concorde. Est-ce que pour autant on arrivera à quelque chose de l'ordre de la réforme ? Je n'en suis pas sûre. Mais les périodes dites d'attentisme politique peuvent aussi faire du bien à la nation parce qu'on peut faire de grandes choses quand on essaye de faire moins. 6 lois, c'était ce qui nous arrivait en 58 et on s'estimait très heureux. Merci beaucoup. Anne-Charlotte Bézina, constitutionnaliste, maître de conférence en droit public. On aura encore besoin, je pense, de votre éclairage dans les semaines à venir, parce que c'est vrai que cette situation, elle amène beaucoup de questions politiques, mais aussi juridiques. Merci beaucoup. Merci à vous. Pour votre présence aujourd'hui.